Bienvenue à ce podcast sur la gestion déléguée des services publics, un sujet passionnant et très actuel, surtout ici au Maroc. Oui, absolument. On va explorer les définitions, les différentes formes et aussi l'historique. C'est vraiment un domaine vaste. Exactement. Pour commencer, la gestion déléguée, c'est un dispositif par lequel une collectivité confie à un partenaire, public ou privé, la gestion d'un service public. Ça Mhm. permet d'optimiser le rapport coût-résultat tout en répartissant les risques. Donc, en gros, on délègue pour améliorer l'efficacité et la qualité des services, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est comme Euh, c'est comme confier la direction d'un orchestre à un chef expert pour en extraire la Yeah, meilleure harmonie. On parle souvent de contrats de service, de gestion, d'affermage et de concession. intéressant, oui. Mais tu sais, certains disent que ces contrats, eux, manquent parfois de flexibilité. Qu'en penses-tu? Eh bien, je comprends cette critique. Certes, la complexité contractuelle peut être un frein, mais ces montages sont soigneusement cadrés par le cadre juridique, par exemple la loi 5405 et d'autres textes qui assurent le respect du service public avec les critères d'égalité, de continuité et d'adaptation. Exact. Et ces textes, eux, offrent aussi une sécurité juridique aux deux parties, ce qui est vital. Oui, et on voit que des instances européennes, le FMI et l'OCDE ont aussi posé leurs critères pour la gestion déléguée, en insistant par exemple sur la durée du contrat, le financement et le transfert des risques. Right? Cela montre bien que le modèle a des fondements solides au niveau international, même s'il n'existe pas de définition unifiée. C'est fascinant de voir ces convergences. Parlons maintenant des avantages. On parle d'une meilleure offre de services et, d'investissement privé, n'est-ce pas? Absolument. La gestion déléguée permet d'accroître la disponibilité et la qualité des services publics. Elle donne accès à l'expertise technique et managériale du privé, ce qui est souvent un véritable booster pour l'économie locale. Intéressant parce que ça encourage aussi l'innovation et limite l'endettement des collectivités locales. Person to... Exactement. Par exemple, en matière de distribution d'eau ou d'électricité, les partenariats privés apportent des capitaux et des compétences, tout en maintenant le contrôle stratégique du service public par la collectivité. Mais n'y a-t-il pas un risque de perte de contrôle? Certains critiques le soulignent. Tu ne trouves pas? C'est une observation pertinente. En effet, si le délégataire ne respecte pas les cahiers des charges et les indicateurs de performance, le modèle peut faillir. Pourtant, le cadre juridique impose de stricts contrôles pour s'assurer que les obligations soient respectées. C'est rassurant, donc. Revenons à l'historique. Le Maroc a une longue pratique de délégation depuis le début du XXe siècle, non? Oui, tout à fait. Dès 1914, avec la Société marocaine de distribution, le service public était déjà en gestion déléguée pour l'eau. Puis, dans les années 1980, avec la libéralisation économique, on a vu ce mode de gestion se diversifier, notamment en électricité, distribution d'eau et transport urbain. C'est impressionnant. Et donc, on passe d'une gestion publique stricte à un partenariat plus hybride, facilitant le financement des infrastructures. Personne m'a... Oui, c'est comme si on avait réinventé le mode de collaboration entre l'État et le privé pour répondre aux besoins croissants d'un urbanisme en évolution rapide. Parlant d'urbanisme, comment s'articule la démarche du modèle de gestion déléguée? Le modèle se construit en plusieurs niveaux. Ça commence par un arsenal juridique et réglementaire bien défini. Ensuite, il y a une phase de contractualisation et un suivi rigoureux, auquel s'ajoutent des mesures d'accompagnement, comme la formation spécialisée et la mise en place d'un observatoire de la gestion déléguée. C'est une approche Yeah, globale. intéressant. C'est un peu comme si chaque étape constituait un maillon indispensable pour garantir le succès du partenariat. Exactement. Si un de ces maillons faiblit, toute la chaîne peut se briser. Et, l'analyse des risques, industriels, commercial, est cruciale pour définir la bonne répartition entre le délégant et le délégataire. C'est là qu'intervient également la dimension sociale, non? L'idée de veiller à l'emploi et aux conditions de travail dans ces contrats. Oui, tout à fait. On doit aussi intégrer des critères sociaux pour que, en plus d'être efficaces économiquement, ces partenariats produisent des bénéfices sociaux pour les citoyens. Mhm. C'est essentiel pour la cohésion sociale. Parlons maintenant de l'expérience concrète dans différents secteurs, par exemple celui du transport urbain ou du service de propreté. Oui, dans le secteur du transport urbain, la transition de la gestion directe aux délégations a permis de redynamiser le service
en améliorant la qualité et la couverture, en particulier lorsque les anciens opérateurs publics n'arrivaient plus à répondre à la demande croissante. C'est un Right? réel levier pour le développement urbain. Et du côté des services de propreté, on note une professionnalisation importante qui a favorisé l'émergence d'opérateurs internationaux. Cela montre bien la dimension globale et progressive de mes partenariats. Exactement. Ces expériences montrent que, malgré les défis, la gestion déléguée a permis d'améliorer durablement les infrastructures et les services publics. C'est un modèle qui, tout en s'appuyant sur des partenariats privés, reste sous le contrôle stratégique des collectivités. Parfois, certains diront que ce modèle, même s'il semble efficace, peut être limité par le non-respect des cahiers des charges. Qu'en dis-tu? C'est un point important. Effectivement, si les opérateurs ne respectent pas totalement leurs engagements, cela peut nuire à la qualité du service public. Mais c'est justement pour cela que le cadre juridique et les organismes de contrôle jouent un rôle essentiel dans la surveillance des contrats. Je vois. Il faut donc que la transparence et le suivi rigoureux soient au cœur de ce système. Précisément, c'est pour cela que de nombreux rapports, la Cour des comptes notamment, insistent sur l'importance d'une gestion équitable et contrôlée des partenariats publics-privés. Mhm. Cela garantit des résultats conformes aux attentes des citoyens. En résumé, cette gestion déléguée est une solution pour relever les défis financiers et infrastructurels actuels, tout en apportant une expertise précieuse du secteur privé. Oui, exactement. Elle répond aux enjeux de modernisation, d'efficacité et de développement territorial par le biais de contrats adaptés et d'un suivi constant. C'est un Yeah. véritable instrument de mutation dans l'exercice de l'action publique. C'est fascinant de voir comment ce modèle a évolué au Maroc, passant d'une pratique historique à une approche moderne intégrant des critères de performance, de transparence et même de dimension sociale. Absolument. Et on ne peut pas négliger l'aspect formateur, avec la mise en place de cursus et centres d'expertise dédiés au métier de cette gestion déléguée. Cela renforce encore la capacité des collectivités à mener à bien ces projets. Oui, ça montre bien que c'est un domaine qui se professionnalise, avec une vision à long terme et des mesures d'accompagnement. Pour conclure, la gestion déléguée est une réponse aux contraintes budgétaires et opérationnelles qui permet d'améliorer la qualité du service public. Malgré quelques défis, notamment le respect des cahiers des charges, le modèle continue d'évoluer et d'innover, tout en s'inscrivant dans une logique de développement territorial durable. Exactement. C'est une aventure complexe mais prometteuse, qui, bien encadrée, peut contribuer à un futur plus efficient et solidaire pour nos services publics. Merci de nous avoir suivis dans cette discussion riche et éclairante sur un sujet clé pour le développement et la gouvernance locale. Merci à toi. À la prochaine pour continuer d'explorer des thématiques aussi engageantes.